Je pense qu'il est l'heure et on va pouvoir commencer. Bonsoir à toutes et à tous, mes chers collègues. Alors, on a l'habitude de commencer ce président du Conseil municipal à l'heure. On va essayer de continuer sur cette voie. C'est la première fois que nous sommes réunis à l'espace Montréchard pour procéder à un conseil municipal, et pas le moindre, celui qui installe les nouveaux élus et qui va procéder au vote du maire et de ses adjoints. Et nous avons l'habitude de nous y retrouver pour les conseils communautaires, mais jamais pour un conseil municipal. Et un conseil municipal avec clos, je n'ai jamais vu ça encore. Mais je crois que les circonstances aujourd'hui l'imposaient et nous ne sommes pas la seule commune à procéder ainsi. La circonstance exceptionnelle, mesure exceptionnelle, cette séance est donc à huis clos et elle est retransmise, elle va être filmée par Thierry Masson et sera retransmise sur YouTube, sur le site de la ville. Je vais demander à Grégory Goetz de faire l'appel des différents membres. Henri Lemoine, Présent. Laurence Ferrero, Stéphane Wiesel, Véronique Mornay, Jean-François Boutet, Bénédicte Lee, Gérard Lehoux, Marie-Dominique Forgery, Anthony Velvelovich, Gaël Wagner, Marc Cavazana, Clémence Ossoé, Marius Meurg, Nelly Jarner, Catherine Dimov, Nathalie Tigère, Éric Thor, Hervé Guillaume, Floriane Valli, Katia Riperio, Libéro, pardon. Sandrine Réverberi, Alexandre Grosjean, Florian Merger, Jonathan Richier, Kadja Oulavou, Mathieu Koyateli, Cathy Caratas, Nathalie Alain, Jennifer Barrault, Mathieu Jacot, Jean-Marc Gauthier, Noël Pauling et Céline Rioux. Donc il me revient d'installer le conseil municipal. Les opérations dans l'événement général du conseil municipal du 15 mars 2020 ont donné les résultats suivants. Le nombre d'électeurs inscrits 2519, votant 3269, nombre de suffrages exprimés 3176, ont obtenu la liste de Pont-à-Mousson de Fondation avec Henri Lemoine, 1911 voix, la liste de Pont-à-Mousson au cœur, 767 voix, la liste ensemble à Pont pour l'avenir, 498 voix. Le bureau électoral ayant constaté que la liste de Pont-à-Mousson de Fondation avec Henri Lemoine avait obtenu la majorité absolue, il n'était pas nécessaire de procéder à un second tour. Il a donc été immédiatement procédé à la détermination des sièges répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Les résultats ont donné lieu à la répartition suivante. La liste de Pont-à-Mousson de Fondation avec Henri Lemoine, 27 sièges, la liste de Pont-à-Mousson au cœur, 15 sièges, la liste ensemble en pour l'avenir, 2 sièges. J'ai donc l'honneur d'installer dans les fonctions de conseillers municipaux, mesdames et messieurs, votre serviteur, Laurence Ferrero, Stéphane Wiesel, Véronique Mornay, Jean-François Boutet, Bénédicte Lee, Gérard Lehoux, Marie-Dominique Forgery, Clémence Ossoé, Gaël Wagner, Anthony Velvelovich, Nelly Jarner, Jonathan Richier, Nadine Tigère, Marc Cavazana, Catherine Dimov, Hervé Guillaume, Katia Ribeiro, Éric Thor, Floriane Valli, Patrick Caratas, Sandrine Réverberi, Alexandre Grosjean, Kadja Oulavou, Mathieu Koyateli, Marius Meurg, Florian Merger, Mathieu Jacot, Jennifer Barrault, Jean-Marc Gauthier, Nathalie Alain, et Johan Lang et Céline Mierry. Conformément à l'article L 2122.8, l'élection du maire est présidée par le doyen des membres du conseil municipal. J'invite donc Jean-François Boutet à présider à cette élection. Merci, monsieur le maire. Mesdames, Messieurs, nous voici réunis pour élire notre maire et ses adjoints dans un contexte particulier. Depuis plusieurs semaines, le monde connaît une crise d'une extrême gravité. La pandémie qui sévit n'épargne aucun pays, de quelque continent qu'il soit, même si certains ont mieux anticipé que d'autres les mesures de confinement. Merci, je vais reprendre. Merci. Mesdames, Messieurs,
Nous voici réunis pour élire notre maire et les adjoints dans un contexte très particulier. Depuis plusieurs semaines, le monde connaît une crise d'une extrême gravité. La pandémie qui sévit n'épargne aucun pays, de quelque continent qu'il soit, même si certains ont mieux anticipé que d'autres les mesures de confinement. Saluons d'abord tous ensemble celles et ceux qui ont, par leur attitude exemplaire, sauvé des vies, nos soignants, qui se sont dévoués corps et âme pendant des semaines, ne disposant pas au début de cette crise du matériel de protection minimum. N'oublions pas parmi eux les auxiliaires de vie qui ont été en première ligne dès le début pour les soins qu'elles apportent aux personnes âgées et handicapées. D'autres ont été durant ces longues semaines sur le pont quotidiennement. Les forces de police, de gendarmerie, les sapeurs-pompiers, la protection civile, la Croix-Rouge, mais aussi les acteurs du quotidien, éboueurs, facteurs, les associations qui distribuent l'aide alimentaire, et pour notre ville et le CCAS, les élus, les fonctionnaires municipaux et du CCAS, les bénévoles qui ont été en première ligne pour gérer la détresse, l'anxiété et les attentes de la population, et ceci malgré les risques encourus. Henri Lemoine en est la meilleure preuve, nous sommes heureux qu'il soit rétabli. Je voudrais qu'en cet instant, nous les remercions toutes et tous, et surtout que nous ne les oublions pas dans les mois à venir. Ils méritent notre respect, notre soutien, toutes ces Françaises et ces Français qui ont su durant cette période faire preuve de solidarité, souvent de solidarité de proximité, et de nombreux gestes qui montrent que notre nation sait se rassembler dans l'épreuve. Nous entrons dans cette nouvelle ère, une nouvelle époque, où les certitudes d'hier ne sont plus vraies aujourd'hui. Plus rien ne sera comme avant. Nous aurons à tirer les leçons des diminutions de postes depuis tant d'années à l'hôpital public, mais aussi dans les services publics. On ne fait pas vivre un pays sans un système de santé fort, sans police, sans armée, sans système éducatif performant et avec suffisamment de moyens. On ne peut pas non plus diminuer les moyens des collectivités locales de façon incessante. Le 15 mars dernier, le suffrage universel nous a désignés pour représenter nos concitoyens pour une durée de 6 ans. Ceci nous honore toutes et tous et nous donne le devoir d'être exemplaires dans notre mandat, sérieux et assidu. À l'issue de ces élections, une majorité significative s'est dessinée qui aura à cœur d'appliquer son programme. 2 oppositions pourront faire des propositions dont la majorité, si elle le souhaite, pourra s'enrichir. Les points de vue différents peuvent être une richesse dans une démocratie apaisée. Durant ce mandat, je vous exhorte à ne pas faire d'attaques personnelles, ce qui n'empêche pas les échanges s'ils sont constructifs. Nous avons la chance, dans un monde bouleversé, de vivre en démocratie. Sachons être à la hauteur et ayons en permanence à l'esprit les symboles de notre République, liberté, égalité, fraternité. La nation tout entière sortira grandie de cette épreuve si elle sait se rassembler. Je vous remercie. Nous allons passer à l'élection point numéro 2 de l'ordre du jour et procéder à l'élection du maire. Je vous propose de désigner le conseiller municipal le plus jeune, M. Fatih Karatas, en tant que secrétaire de séance. Je vais maintenant inviter le conseil municipal à procéder à l'élection du maire en application des articles L 2122-4 et L 2122-7 du Code général des collectivités territoriales qui précise article L 2122-4. Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret à la majorité absolue. Nul ne peut être maire s'il n'est âgé de 18 ans révolus. Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes. Président d'un conseil régional ou président d'un conseil départemental, article L 2122-4, député ou sénateur, article L 141-1, député européen. Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France. Tout maire exerçant une fonction, le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les 2e et 3e alinéas, cesse de ce fait même d'exercer les fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.
Article L2122-7. Le maire est élu au scrutin secret à la majorité absolue. Si, après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Avant de passer au vote, il convient de désigner deux assesseurs. Je vous propose, si vous en êtes d'accord, 2 nouveaux entrants au conseil municipal. Est-ce qu'il y a des candidats pour être assesseurs et nous accompagner avec le secrétaire de séance pour les opérations de vote? Oui, Éric Thor, quelqu'un d'autre? Une ou Florence Bali. Très bien. Florian, excusez-moi. Je vous invite donc à me rejoindre dès que vous aurez voté. Est-ce que, alors, point suivant, j'invite donc les candidats à l'élection de maire à se manifester. Est-ce qu'il y a parmi nous des candidates ou des candidats? Madame Ferrero. Donc, je propose la candidature d'Henri Lemoine pour la liste pour la motion de suppression avec Henri Lemoine. Bien, et merci. Madame Ferrero, est-ce qu'il y a d'autres candidates ou candidats? Il n'y a pas. Oui. Vous êtes candidat, M. Jacot? Je profite simplement de l'occasion pour prendre la parole, donner quelques mots avant de parler. M. Jacot, ce n'est pas prévu par le protocole. Après, Pour le moment, on vous demande si vous êtes candidat. Vous aurez l'occasion de parler dès que l'élection du maire et des adjoints sera faite. S'il vous plaît, je vous demande de respecter l'ordre du jour. On en est au stade des candidatures. Vous pourrez bien sûr vous exprimer après quand le maire et les adjoints seront élus. C'est normal, mais pas à ce moment. Si vous voulez bien, on respecte l'ordre du jour. Pour l'instant, il y a un candidat. Donc, simplement, je précise que dans le contexte des résultats du taux de participation à l'élection, nous ne présentons pas de candidat. Ok, je vous remercie. Bien, il n'y a donc qu'un candidat, donc il faudrait que vous avez donc les bulletins de vote, les enveloppes, vous mettez soit le nom d'Henri Lemoine, soit rien dans l'enveloppe, et il y aura un seul assesseur, c'est ce qui nous est demandé en période de pandémie, qui fera le tour, c'est bien ça, monsieur le directeur général des services, avec l'urne. Voilà. Donc, si un des 2 assesseurs veut venir, dès qu'il aura pu voter. Oui, il commencera en amenant son enveloppe. Éric Thor. Merci. Donc, monsieur Thor, vous prenez l'urne et vous mettez des gants, s'il vous plaît. Vous serez le seul, conformément aux dispositions demandées par la préfecture, à toucher les bulletins, et le secrétaire et les assesseurs contrôleront les votes. Voilà. Je pense que les gants sont des tailles fillettes. Voilà. Je vais passer. Allez-y. Oui.
Bien, j'invite M. Caratas à nous rejoindre. On va se mettre ici, si vous voulez bien. M. Thor, vous êtes le seul à toucher l'urne. Vous prenez les clés, vous ouvrez, et on va recompter dans un premier temps les enveloppes. Il faudrait qu'il y ait une chaise. Merci. Il y a 33 enveloppes. Donc le secrétaire va... vous allez ouvrir les enveloppes, M. Thor, et le secrétaire va noter, vous allez nous énumérer si l'enveloppe est vide ou s'il y a un bulletin Henri Lemoine. Madame Valli également, oui. Ah non. Henri Lemoine.
Henri Lemoine. Henri Lemoine. Henri Lemoine. Henri Lemoine. Henri Lemoine. Henri Lemoine. Henri Lemoine. Henri Lemoine. Henri Lemoine. Henri Lemoine. De toute façon, on les apprend. Notre objectif, c'est Henri Lemoine. 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 Bien. Ont obtenu, donc le vote a donné les résultats suivants. Votant 33, nul 6, exprimé 27. Monsieur Henri Lemoine a obtenu 27 voix. Monsieur Lemoine ayant obtenu la majorité absolue est élu maire de Pont-à-Mousson. Je l'invite à reprendre l'ordre du jour de la séance. Je lui présente mes félicitations. Je voudrais tout d'abord vous remercier de la confiance que vous venez de témoigner et de me renouveler par ce vote, et également la confiance que vous allez renouveler à l'équipe dans quelques instants lors du vote de la liste des adjoints. C'est toute une équipe largement renouvelée qui va s'atteler désormais, à partir de demain, à la gestion de la commune. Je tiens également à avoir une pensée et à remercier tous les élus qui se sont retirés, mais qui se sont investis lors du mandat précédent, en particulier les adjoints et les conseillers délégués, qui ont fait un beau travail. Je regrette qu'ils ne soient pas là aujourd'hui et qu'ils ne puissent pas être physiquement présents à nos côtés. Mais ils le sont par la pensée et certains auraient bien aimé être présents également. Je tiens enfin à exprimer ma reconnaissance à toutes celles et à ceux, élus, agents municipaux du CCAS, qui se sont mobilisés durant 2 mois et demi au service de nos administrés dans des conditions quelquefois très difficiles. Ils méritent notre reconnaissance, tout comme les membres des administrations d'État, que Jean-François Coupet vient de citer tout à l'heure, les soignants, les pompiers, les forces de l'ordre, ainsi que les membres de certaines associations. Nous avons une feuille de route qui est écrite devant nous, qui est notre programme, qui pourra bien sûr être complété par des propositions venant des oppositions ou de nos concitoyens au cours de ce mandat. Je souhaite que nous puissions progresser pour l'ensemble de l'intérêt de la ville. Je vous remercie. Est-ce que quelqu'un prend la parole ou alors on procède à l'élection des adjoints et puis on met la parole après? Vous donnez la parole, je la prends. Mais je vous l'offre. Voilà. Merci. Donc je voulais simplement signaler que déjà félicitations, je vous dis de vive voix, et puis
constater que malgré tout, on a tous été très mal élus, avec un taux de participation extrêmement faible, dans un contexte particulier. C'est pour ça qu'on a posé la question au juge. Il rendra sa réponse, et qui nous donnera peut-être l'occasion d'un exercice démocratique un peu plus enthousiasmant de ce point de vue. Pour l'heure, nous en appelons à un mouvement profond du processus démocratique local. Cette situation nous oblige davantage, et la majorité et l'opposition à redoubler nos efforts pour revivifier la démocratie locale. Alors, nous n'en prenons pas complètement le chemin. Un exemple tout bête, la loi d'urgence sanitaire du 23 mars fixait une obligation d'information des élus qui n'était pas encore rentrée en fonction. Voilà. C'est tout bête, mais nous, par exemple, on n'a pas eu beaucoup d'informations. Donc il y a des choses qui peuvent être améliorées. Nos concitoyens doivent beaucoup plus fortement que régulièrement associés à l'action municipale. C'était le leitmotiv de ce que nous avons exprimé durant la campagne. Vous doivent être écoutés, consultés, mobilisés sur les grands projets sur l'organisation des services publics. Un autre exemple, les parents d'élèves et les directeurs des écoles qui découvrent sur les réseaux sociaux les décisions auxquelles ils n'ont pas été associés. C'est vrai que c'est difficile, le contexte n'est pas évident, et je m'associe aussi, et nous associons aussi aux propos de M. Moutet, qui en tout point, ils auraient pu tenir le même point sur l'engagement des équipes municipales, des agents et du personnel soignant, et au-delà de tous les bénévoles, comme vous l'avez souligné. Donc c'est difficile, mais voilà, on doit pouvoir s'améliorer, on doit pouvoir faire des propositions et qu'elles soient prises en compte. Et après, le jour d'après, c'est la question posée par les médias et les intellectuels qui nous invitent à prendre de la hauteur. Aurons-nous l'occasion d'un vrai débat sur les conséquences de la crise sur notre territoire et la manière de s'en sortir? Aucun signal n'est dans notre sens, il n'est pas trop tard, il n'y a rien en ce sens à notre niveau, il n'y a pas d'actualité qui a été proposée, une discussion, j'espère que nous aurons l'occasion d'un débat large, peut-être même au-delà du conseil municipal. Vous êtes élus, nous respectons le résultat de notre des urnes. Donc là, je modifie un petit peu le texte qui avait prévu. Nous préférons être attentifs aujourd'hui et demain sur les points que je viens d'évoquer. Nous sommes tellement déterminés à être une force de proposition disponible, constructive, vigilante et utile pour tous les municipaux montaines, tous les municipaux et tous les municipaux contraints, et utile à notre territoire au sens large, pour que bien sûr nous y soyons invités. La vie en plus municipale ne se résume pas aux instances, nous continuerons également à être à l'écoute des habitants et à relayer leurs avis, envie et attentes au-delà de merci. Merci de m'avoir laissé la parole. Nous allons passer, alors, deuxièmement, simplement, on vous a consulté sur un ou deux points importants, notamment sur la vocation des classes, et puis, bien sûr, dans les semaines qui viennent, le dialogue sera beaucoup plus important, parce que nous sommes installés depuis l'année dernière, le 18, et ce n'est pas facile de dialoguer. Vous avez cité le cas de l'éducation nationale, c'est quelque chose de difficile, parce qu'un enseignant ne relève pas de l'autorité de la commune. On est dans un système qui est hyper ambivalent, parce que nous avons du personnel qui travaille pour les enseignants, mais qui ne dépend pas des enseignants, mais qu'il faut que l'on apprécie en fin d'année, pas possible. Et puis, nous avons des enseignants qui travaillent pour la collectivité, mais qui ne dépendent pas de la collectivité. C'est toujours très ambivalent. On essaye de faire un dialogue. C'est sûr que la prochaine adjointe aux affaires scolaires, tout comme l'ancienne, auront à cœur de mener ces échanges avec les écoles. Donc le point 3, c'est la création des postes d'adjoints en vertu de l'article L. 1122.1 du Code général des collectivités territoriales. Il y a dans chaque commune un maire et un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du conseil municipal. L'article L. 1122 dispose en outre si le conseil municipal détermine le nombre d'adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal. Je vous propose en conséquence la création de 9 postes d'adjoints et qui propose d'en délibérer. Des oppositions, des abstentions. Je voulais juste donner notre avis, l'avis du groupe sur cette création de postes. On aurait, nous, aimé voir une autre gouvernance et voir du renouvellement de pratiques, comme Mathieu l'a souligné tout à l'heure. Et
le fait de voter un maximum d'adjoints n'est pas forcément ce qu'on aurait voulu voir, puisqu'en fait, nous, on aurait proposé plutôt d'élargir la participation et la prise de responsabilité à des conseillers délégués. Ça aurait permis peut-être de créer des pôles et ensuite de pouvoir affiner ces pôles-là plus précisément. Bon, ce n'est pas fait, on aurait pu le proposer, ça n'arrive que maintenant, c'est difficile de changer la délibération et le vote qui suit, mais c'est à noter peut-être pour d'autres organisations, je n'en doute pas, puisque j'ai entendu à plusieurs reprises que vous étiez à l'écoute de l'opposition et j'en suis bien heureuse. Nous avions anticipé. Comment ? Vous avez terminé ? Oui. Non, nous avions anticipé. Il est évident qu'il va y avoir un certain nombre de conseillers délégués, tout à l'heure, mais ce ne sont pas des postes de conseillers délégués, c'est le maire qui donne une délégation à un conseiller ou dans un domaine précis. Il n'y a pas de poste de conseiller délégué. Ah non, mais alors, donc vous allez il y a 10 avoir... ans bientôt que je suis là, donc je me doute, enfin, je le sais, mais l'enveloppe, elle est stable. Donc, moins il y a d'adjoints, plus il y a de possibilités d'avoir des conseillers délégués. Le nerf étant, enfin, l'argent étant le nerf de la guerre. Ça ne change rien. Ça ne change rien. Oui. Pas du tout. Alors, on ne peut pas dépasser l'enveloppe. On va dépasser l'enveloppe. Est-ce qu'on a déjà dépassé l'enveloppe de toute façon? C'est Mais contrôlé c'est par le conseil jamais dit. de contrôle de l'égalité. Il y a une enveloppe qui est déterminée, et cette enveloppe-là, elle ne sera pas maximale ni pour le maire ni pour les adjoints, et ce qui ne sera pas maximal sera versé aux conseillers délégués. Et après, c'est Comme une façon de toujours. faire les choses. Oui, non, mais bien sûr. Cela dit, je pense. Enfin, voilà. On pense qu'il y aurait peut-être moins d'adjoints, plus de conseillers délégués, histoire de. Mais ça ne change absolument rien. Enfin, c'est mathématique, mais après. Pas du tout. Voilà. Si. Pas du tout. Le fait de créer un poste d'adjoint ne justifie pas une indemnité maximale pour autant. Non, mais ça, j'ai bien compris. Je voulais dire, monsieur On ne se comprend pas, mais ça arrive souvent, donc c'est pas grave. je voulais simplement dire que si on réduit le nombre d'adjoints, peu importe le niveau d'indemnité, globalement, l'enveloppe indemnitaire permet, le cas échéant, d'avoir beaucoup plus de conseillers délégués qui peuvent également aussi avoir une indemnité. Effectivement, rien n'oblige, Pas du tout. rien n'oblige. Il n'y a aucun lien entre le fait de créer 9 postes d'adjoints, ou 6 ou 5, et le fait de nommer autant de conseillers délégués qu'on veut derrière. Il y a bien une enveloppe On indemnitaire. parle juste des limites du budget. L'enveloppe, c'est le nombre d'adjoints qui est déterminé. Et après, on se répartit un pourcentage de l'indemnité du maire. Ça n'a rien à voir. Vous me comprenez? Ouais, je sais pas, c'est pas grave. Il n'y a pas de création de poste et il n'y a pas d'élection, c'est le maire. Tout comme un adjoint, on crée un poste d'adjoint. Un adjoint, à l'arrière, il n'est même pas indemnisé. Qu'est-ce qui fait qu'un adjoint est indemnisé? C'est le fait qu'il ait une délégation. Si un adjoint n'a pas de délégation, ça peut arriver quelquefois dans des communes où il y a des gens qui ont beaucoup de choses à faire que de donner de leur temps à la commune et qui souhaitent ou à qui on souhaite donner le titre d'adjoint, on peut créer le poste d'adjoint sans rémunération, sans indemnité. Il n'y a aucun lien entre le poste d'adjoint et l'indemnité. C'est la délégation qu'on lui donne qui crée l'indemnité. De même qu'un conseiller municipal n'est pas indemnisé, par contre, s'il a une délégation du maire, il est indemnisé. Dans le cadre de l'enveloppe globale. Enfin, alors, je me suis peut-être mal exprimée, je ne sais pas, mais nous proposerions d'avoir des pôles avec des adjoints et des conseillers délégués dans l'enveloppe, dans le respect de l'enveloppe. C'est juste ce qu'on dit. Voilà. C'est ce qu'on a toujours fait jusqu'à présent. Et vous verrez qu'il y aura un certain nombre de conseillers délégués dans leur domaine. Voilà. Et nous, ce qu'on aurait proposé, c'est moins d'adjoints pour avoir des pôles plus cohérents et plus ramassés, et ensuite avoir des délégations plus fines. Voilà. C'est pas nouveau, on ne se comprenne pas toujours. On avait commencé le vote sur la création du nombre d'adjoints. Est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a des abstentions?
majorité. Je vous remercie. Donc, le point 4, donc c'est l'élection de la liste des adjoints en vertu de l'article L 2122/7 du Code général de collectivité territoriale. Je cite, dans les communes de 3500 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage des votes préférentiels. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à 1. Si, après le tour de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Il vous est proposé par ailleurs que l'obligation de parité n'est pas une obligation stricte alternance. Le conseil municipal ayant décidé, pour son point 3, de fixer le nombre d'adjoints à 9, les listes de candidats aux fonctions d'adjoints au maire doivent comporter au plus autant de conseillers municipaux que d'adjoints à désigner. L'ordre du tableau des adjoints est déterminé par ordre de représentation sur cette liste, conformément à l'article R 2121.3 du Code général des collectivités territoriales. J'invite le conseil municipal à procéder au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages à l'élection des adjoints. Je vous propose la candidature dans l'ordre de 9 conseillers suivants: Madame Laurence Ferrero, Monsieur Stéphane Wiesel, Madame Véronique Mornay, Monsieur Jean-François Moutet, Madame Bénédicte Guy, Monsieur Gérard Léoutre, Madame Marie-Dominique Formery, Monsieur Anthony Beldeluich et Mademoiselle Yaël Wagner. Y a-t-il d'autres listes de candidats pour les 9 postes d'adjoint au maire? Non. Donc nous allons procéder à l'élection de cette liste. Nous allons procéder de la même façon que tout à l'heure. On reprend les mêmes. M. Thor, M. Geratas.
comme tout à l'heure. Très bien, donc la liste cette fois, pour la première fois, c'est 27 voix. Il y a eu 5. Alors, ce que je voulais savoir, c'est... Je sais pas là. Les garçons, je vais trouver. On va passer à la délégation au maire. En application de l'article L. 2122 du Code général des collectivités territoriales, il est proposé au conseil municipal de donner délégation au maire et de charger pour la durée de son mandat, d'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des projets de propriété communale. Deuxièmement, de fixer les tarifs du droit de voie et de stationnement de dépôts temporaires sur les voies et autres lieux publics. Et d'une manière générale, les droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal et qui n'ont pas été antérieurement décidés par la délibération annuelle. De procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le projet et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris des opérations de couverture des risques de taux de change, ainsi que de prendre des décisions mentionnées au 33 de l'article L. 618.2 et du petit A de L. 2231 sur des dispositions du petit C de ce même article
et de passer à cet effet les actes nécessaires. Quatrièmement, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement du marché et du cadre, ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget. De décider de la conclusion et de la révision du louage de chaud pour une durée n'excédant pas 12 ans. De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistres y afférents. Septièmement, de créer, modifier et supprimer les règles comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux. Huitièmement, de prononcer la délivrance et la reprise de concessions dans les cimetières et d'autoriser la subdélégation en application de l'article L 2122-18 aux adjoints au maire. Neuvièmement, d'accepter les dons et legs qui sont grévés ni de conditions de charge. Dixièmement, de décider l'aliénation de gré à gré de biens immobiliers jusqu'à 4 600 €. Onzièmement, de fixer les rémunérations et de régler les frais des honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts. Douzièmement, de fixer dans les limites de l'estimation des services fiscaux dans ce domaine le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes. Treizièmement, de décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement. Quatorzièmement, de fixer les reprises d'alignement en application de documents d'urbanisme. Quinzièmement, d'exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien, selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L 213.3 du même Code. 16e, d'ester en justice, en défense devant toutes les juridictions, y compris en appel et en cassation, dans toutes les actions intentées contre elles. On demande devant toute juridiction de référer lorsque la commune encourt un risque de péremption d'instance ou de forclusion. On demande devant toute juridiction de biens contentieux, dans tous les cas où la commune est amenée à se constituer partie civile devant les juridictions pénales et de transiger avec des tiers dans la limite de 1 000 €. 17e, de régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués les véhicules municipaux à hauteur de 5 000 €. 18e, de donner, en application de l'article L 324.1 du Code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local. 19e, de signer la convention prévue au 4e alinéa de l'article L 311.4 du Code de l'urbanisme, précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concertée, et de signer la convention prévue par le 3e alinéa de l'article L 332.11.2 du même Code, précisant les conditions dans lesquelles le propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseau. Je suis sûr que ça existe encore, ça. 20e, de réaliser les lignes de trésorerie jusqu'à un montant de 1 million d'euros. 21e, d'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L 241 et 3 du Code de l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles. 22e, de prendre les décisions mentionnées aux articles L 523.4 et 5 du Code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune. 23e, d'autoriser au nom de la commune le renouvellement ou l'adhésion aux associations dont elle est membre. 24e, de demander à tout organisme financeur, dans des conditions fixées par le conseil municipal, l'attribution de subventions. Et 25e, de procéder au dépôt des demandes d'autorisation d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation et à l'édification de biens municipaux. De préciser qu'en cas d'empêchement du maire, ces délégations seront exercées par l'adjoint suppléant. Je vous propose d'en délibérer. Donc il y a beaucoup de choses. En fait, on s'en sert relativement peu, sauf dans cette période où on a eu l'occasion de s'en servir assez abondamment. Notamment, j'ai été amené à verser un certain nombre de subventions, d'avance de subventions à un certain nombre d'associations pour qu'ils puissent continuer à fonctionner. Et de tout cela, vous serez informés très prochainement. Et de toute façon, ce sera repris dans le budget de la commune et dans les allocations de subventions. Voilà. Fonctionnaire. Tout d'abord, je vais quand même réagir à votre élection et d'abord. Avant, je recule. Je vais d'abord vous féliciter. Tout
On va le faire sans micro. Ce sont des petites bêtes qui sont un peu capricieuses. On va le faire sans micro, je vais pas... Attendez, elle arrive. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Tout d'abord, monsieur le maire, je voulais vous féliciter, parce que j'ai pas eu l'occasion de vous féliciter. Je pensais que vous alliez me donner la parole, mais... J'avais pas vu que vous l'aviez. Non, je ne l'avais pas réclamé, mais je pensais que vous la donneriez. Voilà. Je l'appelle quand on Mais je saurais. Hein, mais il faut que je reprenne les bonnes habitudes. Hein. Je les ai un peu perdu pendant quelques 6 années. Bon, on ne s'était pas vu, en tout cas ici. Bon, c'était une... Je me félicite par ailleurs, sans aparté, on n'a pas d'estrade et je trouve ça très bien. En aparté. Je voulais également féliciter les adjoints qui vont vous entourer pour ce mandat, et je voulais également féliciter M. Jean-François Boutet pour le discours d'ouverture qu'il a bien voulu faire tout à l'heure, et je souscris complètement en ces termes. Pas de grandes déclarations fracassantes, hein. Je vous rassure, je ne voudrais pas gâcher cette belle journée de printemps à l'espace Henri Richard, donc je laisse l'euphorie nous conduire. Je voudrais simplement vous dire que nous serons, nous, le groupe Ensemble d'un pont vers l'avenir, les porte-paroles de tous les Muscitantins, mais aussi des invisibles, de la première ligne et des premiers de cordée, pour ne citer que, mais nous serons également les porte-paroles de nombreux de nos concitoyens de la ville et également, dans une autre instance, du bassin. Fidèle à notre programme et à l'état d'esprit de notre campagne, lorsque ce sera nécessaire, nous nous opposerons. Mais j'aime pas trop, on n'aime pas trop ce terme d'opposition. Nous préférons être dans la proposition, et ce qu'on essaiera de faire, c'est d'être force de proposition un maximum de fois, et je l'espère le plus souvent possible. Mais lorsque la ligne rouge sera franchie, ou lorsque on considérera que votre politique ou vos politiques publiques ne sont pas conformes à l'intérêt général, au bien commun, ou simplement au bien vivre ensemble, nous permettrons, et nous en ferons même une obligation, de nous opposer à vos politiques publiques. Nous espérons que ce sera le moins souvent possible. Voilà. J'aurai une question d'Ilias en fin de conseil, si vous me le permettez, sur l'école Pierre Daume. Mais je vous le dis simplement pour information. Et je voudrais maintenant en venir à cette délibération du point numéro 5 qui concerne les délégations au maire. Je voudrais simplement dire, pour être bref et ne pas monopoliser la parole, dire simplement que trop de pouvoir dans la même main, ce n'est pas bon pour la démocratie. Vous vous en doutiez que j'allais dire, j'imagine. Bon nombre de décisions doivent rester au sein du conseil municipal parce que c'est ici, dans cette instance, que nous allons pouvoir débattre. Il y aura également une commission pour cela, mais en tout cas, le conseil municipal, c'est de notre point de vue l'Assemblée est le bon endroit pour débattre d'un maximum de décisions. Et donc, pour la bonne santé de notre ville, il faudra du débat et du débat public, et on fera régulièrement. Donc, en matière de foncier, d'urbanisme, de budget et de marché public, les délégations numéro 1, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 23 et 25 ne doivent pas vous être attribués directement, mais bien passés par le conseil municipal. Donc nous voterons contre cette délibération. Je vous remercie. Merci. Vous avez déjà pu en juger les uns et les autres dans l'expérience municipale. Je n'ai jamais abusé de ces pouvoirs-là. Je n'ai jamais, jusqu'à ces dernières semaines, attribué une subvention sans qu'elle passe au conseil municipal. On a été là pour des raisons de survie d'un certain nombre d'associations, d'organismes, mais jamais on a adopté une subvention, jamais les commissions d'appel d'offres se réunissent régulièrement, tous les marchés se concluent. C'est vraiment exceptionnel, et je crois que ça doit rester exceptionnel, même si le conseil municipal est informé a posteriori, de toute façon ça doit rester exceptionnel, dans l'esprit c'est ça. Mais on était bien content d'avoir cette possibilité-là, durant cette période de crise, vraiment exceptionnelle et aussi. Très bien. Sur cette déclaration, est-ce qu'il y a des autres? Oui, monsieur Bateau.
Juste quelques compléments. Apparemment, il y a quelques coquilles en fait dans le texte. Je ne sais pas au moment de reprendre la délibération. Un exemple, c'est par exemple les associations qui parlent à la fois de renouvellement et d'adhésion. Et dans le texte original du Code général de collectivité locale, je ne sais pas ce qui est mentionné, mais je pense que c'est des problèmes de rédaction et de copier-coller. Voilà, il y a la même chose aussi sur les droits de stationnement, etc. Je me rappelle plus de la délégation exacte. Il faudrait vérifier quelques points, faire le rapprochement avec le texte qui a été modifié récemment. En fait, c'est pour ça qu'il y a des copies. C'est que je crois 2019, 2018. Les services pourront regarder, mais sur les adhésions, là, par exemple, c'est lorsque on adhère à un organisme. On va parler de Soria, c'est enseignement local, par exemple, la ville adhère à Soria et d'ailleurs, ça veut dire que d'une année sur l'autre, une fois qu'on a adhéré, on peut verser la subvention annuelle qui est demandée par l'organisme. Oui, le problème, c'est qu'en fait, on peut imaginer que pour une première adhésion, il y a une délégation qui ne serait pas le sens. Pour l'adhésion, il faut c'est renouvellement l'adhésion annuelle. Mais en général, on passe tout ça. C'est des coquilles, je pense. En France, il y a des coquilles que je vois originales. On a la même chose sur le stationnement et le stationnement. Là aussi, la loi est venue récemment avec la perception des amendes au niveau communal. Je pense que là aussi, il y a une modification du texte. Voilà, pas ici. Voilà, c'est deux remarques. Et alors, j'en profite, je vais juste dire que j'ai mis ça tout à l'heure, bien raison, dans l'article L2123 du Code électoral prévoit que les indemnités peuvent être versées par le conseiller municipal aux conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions, à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé. Je voulais juste dire qu'il y a plusieurs manières d'avoir un maximum de conseillers communautaires, soit comme vous avez répondu, c'est-à-dire on verse pas beaucoup pour pouvoir en donner un maximum d'autres, soit on a moins d'adjoints et donc on a moins d'indemnités et on peut là aussi reverser aux conseillers délégués. C'est tout ce qu'elle voulait dire, parce que le texte dit, voilà, c'est pas clair, on ne peut pas se tromper. J'ai bien entendu votre réponse, donc au moment de la nomination des conseillers délégués, on verra si on peut élargir le nombre de conseillers délégués. Voilà. Je ne voulais pas revenir sur ce débat-là, je voulais juste dire qu'il ne faut pas se tromper, parce qu'elle a bien raison, le texte de loi dit bien ces choses-là. Voilà. Donc c'était surtout sur les coquilles. Merci. Je maintiens qu'il y a une enveloppe globale. Cette enveloppe-là, on l'a répartie entre les adjoints et les conseillers délégués. Je rencontre je peine un peu à retrouver dans mon sac, c'est des petits problèmes aujourd'hui, la liste des délégations. Je pensais que Grégory l'avait pris. À mon avis, on va la retrouver par là. C'est pas ça. Et ben voilà. Alors, donc, Laurent Ferrer, le premier adjoint est délégué à la culture et l'animation. Donc, cette fois, c'est marqué dans l'arrêté sous la surveillance et dans la responsabilité. Stéphane Pizel, deuxième adjoint, est délégué au sport. Bernard Mornay, troisième adjoint, est délégué au commerce et à l'artisanat. Jean-François Monté, quatrième adjoint, est délégué aux solidarités, la cohésion sociale, le logement, l'emploi. Bénédicte Guy, cinquième adjoint, est délégué aux seniors, petite enfance, intergénérationnelle et à la santé. Gérard Guéry, sixième adjoint, est délégué à la sécurité, l'urbanisme et des affaires patriotiques. Marie-Dominique Formery, septième adjoint, est délégué à l'état civil et au jumelage. Anthony Levelovic, huitième adjoint, est délégué à la jeunesse. Yann Wagner, neuvième adjoint, est délégué aux affaires scolaires. Clément Sostoé, conseiller municipal, est délégué aux travaux. Jonathan Richier, conseiller municipal, est délégué à l'environnement. Nadine Letuvier, conseillère municipale, est délégué au musée et au tourisme. Marc Cavazana, conseiller municipal, est délégué à la démocratie participative.
Catherine Guimov, conseillère municipale et déléguée au patrimoine municipal, et Hervé Guillot, conseiller municipal délégué aux finances. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? On va faire court, mais s'il y a une question, c'est monsieur Jolan. Pardon, on n'a pas voté. Donc, sur cette délégation, est-ce qu'il y a des oppositions? Non, par contre, ce qui est dommage, c'est qu'on ne connaît pas les gens. Donc, vous avez été tellement vite qu'on n'est pas. Moi, je ne suis pas capable d'identifier encore les gens pendant ce premier conseil. C'est pour cela qu'on vous a demandé tout à l'heure de faire prendre en photo et il y aura un problème de stock. Mais pour là, c'est juste un peu dommage. Ça a été tellement vite que c'est un peu dur, mais c'est pas grave. Vous voulez qu'on fasse une présentation? Là, c'était plus les délégués. Là, j'ai 2-3 personnes. Très bien, merci. Culture. Qui est délégué donc à l'animation et à l'activité. Jean-François, on va parler de Jean-François Moutet, solidarité, logement, emploi, Bénédicte Guy, intergénérationnel, senior, petite enfance et santé, Anthony Velvelovich, jeunesse, Jonathan Richier, conseiller municipal dédié à l'environnement, Hervé Guillaume, conseiller au point, il n'y a pas lieu de sage, il est délégué aux finances. Quand on fait le Catherine qui est déléguée au patrimoine, Nadine Notigère, tourisme, musée, c'est madame qui est là-bas. Clémence Ossoé, elle s'occupe de tout ce qui est travaux. Marc Abazana, la démocratie participative. Marie-Dominique Fambry, de la table, donc état civil et jumelage. À côté, il y a Gaël Wagner, scolaire. À côté, il y a Gérard Lénaud, qui est à l'urbanisme, à la sécurité et aux affaires patriotiques. Vous avez Véronique Tournet, commerce artisanat, et Stéphane Guizel, qui est au sport. Merci beaucoup. Donc, y a-t-il des oppositions? Une opposition? Des abstentions? Il y a deux. Monsieur le maire, il y a deux oppositions. Deux oppositions. C'est Minario et moi-même. Pardon? Oui, oui. Les 4 abstentions? Merci. Donc, vous avez une question? Oui, j'en ai une deuxième maintenant. Si vous me permettez, aux travaux, ce sera quelle personne? C'est bon, ce D'accord, très bien. Je ne comprends pas. Merci. La question est toute simple, monsieur le maire, vous m'en doutez, j'ai appris aujourd'hui en matinée par des parents d'élèves qu'il y a eu un cas de coronavirus chez un élève de l'école Pierre Daume. J'aimerais savoir si l'école a été fermée, et sinon, pour quelles raisons n'a-t-elle pas été fermée, et quelles sont les mesures qui vont être prises. Merci. Alors, il y a eu effectivement un cas qui était décédé vendredi matin, vendredi matin, et ça a été su au niveau du rectorat de l'ARS et de la préfecture vendredi matin. J'ai été prévenu un petit peu plus tard. Et un cas dans une classe U10, ce sont donc des petites classes, et il y avait donc 4 enfants, une VS et une enseignante. Il y a un rapport qui a été fait, je n'ai pas eu, mais qui a été fait par l'Éducation nationale, et qui a démontré qu'en fait, ces enfants, ce groupe-là n'avait pas eu de contact avec le reste de l'école. Donc, et que donc c'était resté confiné dans cette classe. Les enfants n'ont pas de temps entre eux, avec les autres, et donc qu'il n'y avait pas de risque de contamination du reste de l'école. Donc il a été décidé conjointement avec l'ARS de la préfecture de fermer la classe institutionnellement, c'est-à-dire que la classe elle est fermée pour l'instant, mais aussi matériellement, c'est-à-dire que les locaux sont fermés et on a veillé à partir de lundi matin que personne ne puisse rentrer dans ces locaux.
Donc là, on en est. J'ai fait un mail à l'ARS et à la DDCS pour faire en sorte que tous les tests soient faits dans l'entourage de cet enfant-là et donc que toutes les précautions soient prises. Aujourd'hui, on en est là et donc l'école fonctionne avec ses autres classes et les personnels de naissance qui relèvent de l'éducation nationale sont a priori en 14e. Il n'y aurait pas a priori de signaux de Covid-19 auprès de cette personne. Les enfants du reste de l'école n'ont pas été testés? Ils n'ont pas été testés et a priori il n'y a pas eu de contact. Il n'y a pas de périscolaire, il n'y a pas de cantine, il n'y a pas les moments de jeu ne sont pas les mêmes. Et l'ARS d'ailleurs a dit que l'organisation était assez exemplaire. Oui. Prends le micro. Ça fonctionne. Oui. Juste ajouter, on l'a su un peu par hasard, on va dire vendredi, donc week-end où tout le monde était en congé, même l'enseignement. Non, on ne l'était pas, mais bon, voilà, ça s'est su un peu, ça c'est un peu... il faut savoir une chose, l'enfant avait repris la classe le jeudi de la semaine d'avant, que le matin, puisqu'on fonctionnait que sur le matin, dans cette fameuse classe où il y avait 4 enfants, une EVS et une enseignante. Le vendredi matin, il n'est pas venu à l'école, pour on ne sait quelle raison, et il est revenu le lundi matin, et le directeur s'est rendu compte qu'il y avait des signes un petit peu... bon, il n'avait pas ce qu'on peut appeler les symptômes Covid, il n'était pas bien, l'enfant a été isolé avec l'enseignante de la classe 8. Ils ont rappelé les parents qui sont venus les chercher. Il n'y a pas de contact, effectivement, avec les autres enfants, ni dans les couloirs, ni dans la cour de récréation, et très peu de présence. Voilà, les enseignants avaient un masque, enfin, il y a eu tout un questionnaire qui a été rempli par le directeur de l'école et qui a été envoyé au médecin conseil de l'éducation nationale. Voilà. Voilà, mes chers collègues, pour ce conseil, ce premier conseil un peu exceptionnel. Oui, Monsieur le maire, je voulais juste savoir si, en conclusion de la CCFS, si vous avez évoqué le planning des conseils municipaux. Voilà, vous avez l'agenda et l'idée, c'est, j'imagine qu'avec la chance quand même maintenant d'avoir un conseil municipal installé, c'est qu'on puisse rapidement passer aux opérations, j'imagine, de budget, etc., pour le fonctionnement municipal normal, de sorte qu'on puisse anticiper notre présence et notre maximum là. Alors, peut-être que vous avez déjà des dates, des dates prévisionnelles, d'accord, on va faire un souci, mais qu'on puisse anticiper. Et puis, je vois la charte de l'élu municipal. Je voulais savoir si elle devait signer un moment, si on devait la remettre. Voilà. Donc, c'est 2 petites questions. Merci de m'avoir rappelé la charte de l'IE. Il faut que je la lise pour le cas où certains ne seraient pas lus. Donc, je ne dis pas que chacun sache faire, mais il faut la lire. On va la lire, on peut la publier. Et on parlera après. La charte de l'élu local. Les élus locaux sont les membres du conseil élus au suffrage universel pour administrer librement, peut-être de moins en moins, mais ça c'est votre belle chose, les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l'élu local. Premièrement, l'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Deuxièmement, dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Troisièmement, l'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre. L'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. Quatrièmement, l'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins.
Cinquièmement, dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. Sixièmement, l'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant de ces instances au sein desquelles il a été désigné. Et septièmement, issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Voilà. Vous m'aviez pris le cours, puisque j'allais vous dire que c'est toujours soumis aux aléas de la vie, mais il apparaît que le mardi 9, le conseil c'est souvent le mardi 9, le mardi 9, nous pourrions avoir à 18h30, probablement d'ici, je ne sais pas si ce sera dans cette configuration ou dans une configuration un peu plus simple et publique, on verra en fonction de ce qui nous sera annoncé fin de semaine. Donc le 9, il pourrait y avoir le débat d'orientation budgétaire. Vous notez au crayon, mais bon, en principe, ça ne change pas beaucoup. Il pourrait y avoir le vote du budget. Comme ça. Ça serait probablement fin juin. Le 23 ou quelque chose comme ça. Donc on sera largement avant le mois de juillet, puisqu'on a jusqu'au 31 juillet pour avoir le rapport d'orientation budgétaire, faire le débat d'orientation budgétaire et le budget. Et par contre, il y a le processus communautaire, pour celles et ceux qui sont conseillers communautaires, qui lui sera un peu plus tardif, parce qu'il faut attendre que, en principe, les conseillers communautaires soient désignés. Vous savez qu'aujourd'hui, on est sur une date de second tour le 28 juin. Le 28 juin, ça veut dire le 5 juillet, on aurait a priori la désignation des maires et adjoints aujourd'hui. Désignation des représentants de la commune au conseil communautaire. Il y a 6 communes qui ne sont pas représentées aujourd'hui dans la communauté de communes, sur les 31. Et donc, sur ces communes-là, début juillet, on aura l'ensemble des membres. On fera des débats d'orientation budgétaire probablement vers le 13 juillet, a priori, et le 23, je crois, c'est un jeudi, nous pourrions avoir, si tout le monde est d'accord, parce que là, il faut qu'on en parle un petit peu avec d'autres élus, le 23 juillet, on pourrait avoir le vote du budget. Prenez ça avec des pincettes, et moi je le ferai avec des pincettes. Voilà, écoutez, merci pour cet échange. Je vous souhaite une bonne soirée. Gardez vos distances et ces gestes imposés, mais qui sont importants également. Prenez soin de vous.